Imaginez, vous travaillez toute votre vie, 50 ans d'efforts, à raison de 2000 heures par an pour un emploi à temps plein. Cela représente environ 100 000 heures de travail. Pour un travailleur québécois rémunéré au salaire minimum de 16,10 $ de l'heure, cela équivaut à 1 610 000 $ canadiens de revenus bruts cumulés sur toute une vie. Un chiffre brut bien sûr, qui ne tient pas compte des impôts, de l'inflation, ni même de la probable revalorisation du salaire minimum à travers les décennies. Mais il permet une mise en perspective essentielle. Maintenant, un simple fait. De janvier à décembre 2024, la Banque du Canada a injecté dans l'économie 121 milliards de dollars canadiens, rien qu'au titre de l'agrégat monétaire M1+. M1+, cela désigne la monnaie immédiatement disponible, celle qui circule sous forme de billets, de pièces et de dépôts à vue, celle que nous utilisons tous les jours pour payer, pour vivre. C'est en quelque sorte la monnaie du réel, celle des achats, des salaires, des échanges du quotidien. Autrement dit, en une seule année, l'institution monétaire peut créer sans effort, sans production réelle, une somme équivalente à plus de 75 000 vies de travail humain à plein temps. Et cela uniquement au Canada, et uniquement pour l'agrégat M1+. Nous ne parlons pas ici de M2, M2+, ou M2++, qui sont des agrégats qui englobent des masses encore plus larges, incluant les dépôts à terme, les comptes d'épargne et autres instruments mobilisables. À l'échelle mondiale, si l'on appliquait la même logique, ce ne serait plus des dizaines de milliers de vies, mais des millions, voire des milliards de vies humaines qui pourraient être créées numériquement en appuyant sur un bouton. Bien sûr, la comparaison est symbolique, mais elle illustre l'ampleur du déséquilibre potentiel entre effort humain et émission monétaire. Mais posons la question, sans dogme, que vaut le travail humain si la monnaie qui le rémunère peut être produite à volonté? Que reste-t-il de l'épargne si la valeur même de la monnaie est diluée dans un océan de liquidités injectées sans contrepartie réelle? Un retraité, après 50 ans d'efforts et de discipline, peut voir sa vie de labeur fondre au rythme de décisions prises dans les hautes sphères. C'est ici qu'un objet comme Bitcoin entre en scène, non pas comme une idole, mais comme une alternative structurelle, une mise en tension. Bitcoin ne s'imprime pas, il se mine. Il exige de l'énergie, du matériel, un effort tangible. Il incarne une rareté structurelle, adossée à une loi physique, la dépense énergétique, et non à une volonté politique. Il ne prétend pas être parfait ni suffisant à lui seul, mais il réintroduit une forme de limite, là où tout semble illimité. Et c'est peut-être cela, aujourd'hui, le cœur du débat monétaire. Faut-il une monnaie facile ou une monnaie juste? Bitcoin n'est pas une monnaie comme les autres. Il n'est pas non plus une simple technologie. Il est à la fois symptôme et antidote. Il émerge d'un moment de rupture, 2009 et la crise des subprimes, et vient interroger en profondeur la manière dont notre société fabrique, distribue et manipule la valeur. Sa force ne réside pas dans la spéculation, mais dans la tension qu'il incarne. Une réponse algorithmique à une crise de confiance structurelle. Non pas une solution miracle, mais une architecture radicalement différente. Bitcoin repose sur une série de principes rigides, mais volontairement assumés comme tels, pour empêcher l'arbitraire. Offre limitée à 21 millions, pour contrer l'inflation monétaire chronique des monnaies fiat. Proof of Work, un mécanisme de validation qui nécessite de l'énergie, donc un effort, donc une valeur. Absence d'entité centrale. La sécurité ne dépend pas d'une autorité, mais d'un réseau distribué. Traçabilité transparente. Chaque unité possède une histoire inviolable inscrite dans la blockchain. Et enfin, la résistance à la censure. Aucun acteur ne peut empêcher ou falsifier une transaction valide. Cela fait de Bitcoin un objet monétaire hybride, à la fois matériel, via l'énergie dépensée, immatériel, via le code, mais profondément politique dans ses implications. Ce choix n'est pas neutre. Il contraint la politique monétaire, il rend les décisions plus coûteuses, il récompense la sobriété, là où l'économie actuelle valorise l'expansion permanente. Bitcoin n'est donc pas seulement un instrument économique, il propose une autre éthique de la valeur. Bitcoin n'a pas été conçu comme une simple innovation technologique, mais comme une architecture pensée pour résister aux chocs systémiques. S'il n'y a plus d'internet, il peut fonctionner via ondes radio, satellite ou GSM. S'il est attaqué par 51% de la puissance de calcul, le coût économique d'une telle attaque serait dissuasif, car attaquer Bitcoin revient à détruire sa propre valeur. Même en cas de tentative de restriction ou d'encadrement par un État, la structure décentralisée de Bitcoin rend toute prise de contrôle direct particulièrement complexe, voire inefficace sur le long terme. Ce n'est donc pas un protocole statique, mais un organisme vivant conçu pour résister à l'incertitude. Mais la résilience de Bitcoin ne se limite pas à sa robustesse numérique ou à sa gouvernance distribuée. Elle ouvre aussi une réflexion plus large, plus inattendue, celle de sa relation à l'énergie. Car oui, miner du Bitcoin consomme de l'électricité.
C'est même la base de son modèle de sécurité. Mais cette dépense énergétique, loin d'être un gaspillage, peut devenir une ressource stratégique. Dans certains contextes, le minage ne détruit pas de l'énergie, il la valorise. Il capte les surplus, stabilise les réseaux, chauffe des bâtiments, permet le délestage en cas de pic, ou donne un usage à des ressources autrement perdues. Et si derrière l'algorithme se cachait une promesse inattendue pour la transition énergétique? C'est cette piste que nous allons explorer maintenant avec étude de cas à la pluie. Ce que l'on découvre lorsqu'on quitte les poncifs médiatiques, c'est que Bitcoin n'est pas seulement une monnaie, c'est aussi une infrastructure énergétique, une forme d'ancrage matériel dans le tissu électrique mondial. Car même si les transactions fluctuent, la base énergétique du réseau reste constante, calibrée pour garantir la sécurité du protocole. Et dès l'origine, cette dimension a été pensée. Satoshi Nakamoto anticipait déjà une consommation importante, une professionnalisation du minage et surtout une logique de localisation sur les sources d'énergie disponibles. Non pas une dérive, mais une orientation structurelle. Aujourd'hui, Bitcoin consomme environ 120 à 130 TWh par an. C'est une dépense considérable à l'échelle individuelle, mais marginale à l'échelle des pertes énergétiques globales. Aucune centrale n'a été construite pour le Bitcoin. Aujourd'hui, le plus gros problème des réseaux électriques, c'est la flexibilité. En théorie, il faudrait pouvoir adapter la consommation d'électricité en temps réel, en fonction de ce que le réseau peut produire. Mais en pratique, ce sont presque toujours les producteurs qui doivent s'adapter, pas les consommateurs. Pourquoi ? Parce que demander à un particulier de changer ses habitudes selon les heures, ça ne marche pas. Et du côté des industries, couper une machine ou ralentir une chaîne de production, ça coûte cher, ça désorganise tout. Résultat, pour gérer les pics de consommation et les surplus de production, on construit des centrales de secours, on gaspille de l'énergie ou on accepte des pertes. C'est inefficace, c'est coûteux et ça bloque la transition énergétique. C'est là que les fermes de minage de Bitcoin changent la donne. Le minage agit comme un explorateur de surplus. Il vient se poser là où l'électricité est excédentaire, perdue, non valorisée. Il ne capte pas l'énergie dont les gens ont besoin, il absorbe celle que le réseau ne sait pas quoi faire. Un mineur n'est rentable que s'il paie son électricité moins cher qu'un industriel classique. Pour cela, il doit rendre service au réseau. Il devient donc un outil de flexibilité inédit, capable d'absorber les excédents, mais aussi de s'éteindre instantanément lorsque la demande grimpe ailleurs. Un mineur peut réduire sa consommation de 10, 50 ou 100% en quelques secondes, sans rupture, sans plainte, sans effet domino industriel. Cette souplesse fait de lui un consommateur parfait pour stabiliser un réseau électrique, comme l'a reconnu Brad Jones, ex-président d'ERCOT au Texas. Des États l'ont compris. Le Bhoutan, par exemple, tire désormais près de 30% de son PIB du mining. Non par idéologie, mais parce que Bitcoin lui permet d'optimiser ses surplus hydroélectriques sans construire de nouvelles infrastructures de transport. Il produit, mine, convertit en dollars et peut choisir de conserver du Bitcoin en réserve. Même logique en Éthiopie, où les nouveaux barrages produisent bien plus que la demande intérieure peut absorber. Grâce au mining, l'Éthiopie vend son électricité au monde entier, sans câble. Intéressons-nous maintenant à un terrain familier, le Québec. Hydro-Québec exploite 61 centrales hydroélectriques pour une puissance installée de 37 200 MW. Dont plus de 99% provient des sources renouvelables. La consommation intérieure, très saisonnière, varie entre 22 000 et 35 000 MW. Résultat, des surplus structurels de 5 000 à 6 000 MW subsistent régulièrement, notamment la nuit, au printemps ou lors des fortes crues. Chaque année, 35 à 40 TWh d'électricité sont exportés vers les États-Unis. À première vue, on pourrait parler d'abondance. Mais Hydro-Québec prévoit désormais de doubler sa production d'ici 2050 pour répondre à l'électrification massive des transports, de l'industrie et du chauffage résidentiel. Et depuis 2021, la société limite l'accès au réseau pour les mineurs de Bitcoin, considérés comme moins prioritaires dans ce nouveau paysage énergétique. Alors une tension apparaît, une vraie. Le Québec entre dans une nouvelle phase, plus de demandes, moins de surplus, plus d'arbitrage à faire. Et dans ce contexte, le minage soulève une question dérangeante mais légitime. Faut-il écarter le minage parce qu'il consomme de l'électricité ? Ou au contraire, l'intégrer comme un outil de valorisation des surplus, de stabilisation du réseau et de récupération de chaleur utile. C'est une question stratégique, pas une réponse toute faite. Le risque peut-être, c'est de fermer trop vite une porte technologique sous prétexte qu'elle bouscule les modèles établis. Mais à l'inverse, intégrer le minage sans exigence ni cadre clair
serait tout aussi problématique. Ici, à Bloc, on ne cherche pas des certitudes, mais des angles morts. On ne défend pas une solution, on pose le cadre pour penser autrement. Et le minage, dans ce contexte québécois, mérite d'être interrogé sérieusement et stratégiquement. Prenons l'exemple concret de la centrale de Beauharnois, une installation fil de l'eau qui alimente notamment la grande région de Montréal. La nuit, sa production dépasse souvent la demande, mais par nature, elle ne peut stocker l'eau. L'électricité doit être utilisée ou perdue. Avant d'entrer dans le détail, précisons une chose. Les chiffres qui suivent donnent un ordre de grandeur. Ils servent à illustrer un potentiel, pas à fournir un plan clé en main. Cela dit, explorons une hypothèse concrète. Cibler 150 MW disponibles en moyenne, uniquement pendant les fenêtres de surplus. Cela permettrait une activité de minage décentralisée et interruptible, coordonnée avec les besoins du réseau. Avec 100 MW disponibles et en utilisant des machines de minage récentes comme les Antminer S19 XP qui consomment environ 30 joules par terahash, on atteindrait une puissance de calcul d'environ 5 exahash par seconde. Résultat, on parle de 30 à 50 bitcoins minés chaque semaine, soit entre 1500 et 2500 bitcoins par an. Au cours actuel, à environ 104 000 $ américains par bitcoin, cela représente entre 156 et 260 millions de dollars US de revenus bruts annuels. Et ce n'est que le début. Le rendement thermique des machines dépasse 95%. En consommant 150 MW d'électricité, on récupère environ 145 MW sous forme de chaleur, soit 1,08 TWh par an en supposant 7500 heures de fonctionnement. Et cette chaleur, loin d'être un déchet, peut être réutilisée concrètement pour chauffer des écoles, des hôpitaux ou des piscines via des boucles d'eau chaude, pour alimenter des serres agricoles et renforcer ainsi une production locale, ou encore pour préparer des procédés industriels là où un préchauffage thermique est nécessaire. Et si on valorise cette chaleur à 30 $ par mégawattheure, on parle de plus de 30 millions de dollars canadiens par an, une valeur locale, stable et décarbonée. Ce modèle, basé uniquement sur les surplus, présente plusieurs avantages clairs. Il n'entre pas en concurrence avec les besoins essentiels, comme le chauffage résidentiel ou l'électrification des transports. Il permet un pilotage en temps réel. Les mineurs peuvent s'éteindre instantanément en cas de tension sur le réseau. Il valorise des infrastructures déjà existantes, sans besoin de nouveaux barrages ou de nouvelles lignes. Et surtout, il produit un actif numérique, du Bitcoin, tout en générant de la chaleur récupérable, immédiatement réutilisable. Pourtant, malgré cette logique, le modèle se heurte à des freins politiques. Aujourd'hui, le gouvernement québécois considère encore le minage comme un concurrent énergétique, plutôt qu'un outil de stabilisation. L'image spéculative qui entoure Bitcoin rend le sujet difficile à défendre publiquement, dans un contexte de tension énergétique. Et concrètement, Hydro-Québec a déjà demandé à la Régie de l'énergie de réaffecter les 270 MW initialement réservés au minage vers des usages jugés plus prioritaires. Et pourtant, quand on regarde de plus près, certains arguments méritent d'être réexaminés. Le minage d'abord est interruptible par nature, peut s'arrêter en quelques secondes sans impact industriel, ce qui en fait un outil idéal pour stabiliser un réseau sous tension, notamment lors des pointes hivernales. Ensuite, même si les surplus globaux sont amenés à diminuer, il existe toujours des surplus locaux en régions éloignées, ou la nuit, ou quand les barrages tournent à plein régime. C'est là que le minage peut intervenir, capter cette énergie inutilisée, éviter le gaspillage et rentabiliser des infrastructures déjà en place. Troisièmement, la chaleur produite par les mineurs n'est pas une perte. Elle peut être récupérée et réinjectée dans des réseaux de chaleur, des serres agricoles, des piscicultures ou même des procédés industriels. Une économie circulaire bas carbone, concrète, locale et alignée avec les ambitions climatiques du Québec. Enfin, il ne faut pas oublier l'impact structurel. Le minage intégré intelligemment peut diversifier l'économie numérique, créer des emplois techniques qualifiés et contribuer à une forme de souveraineté énergétique et monétaire. Alors non, ce n'est pas une solution miracle, mais ce n'est peut-être pas non plus le problème qu'on imagine. Et la logique va encore plus loin. Une ferme de minage, c'est aussi une ferme de puissance, une structure informatique qui, selon les conditions économiques, peut basculer du mining au calcul intensif comme l'intelligence artificielle, rendu 3D ou modélisation scientifique. Ce sont les mêmes bâtiments, les mêmes câbles, les mêmes systèmes de refroidissement. Le jour où l'intelligence artificielle deviendra plus rentable que le minage, on pourra pivoter. C'est un modèle modulaire, adaptable au service de l'efficience énergétique territoriale. Dans un monde où la production électrique est de plus en plus intermittente, vent, soleil, la capacité à moduler la demande devient stratégique.
Or, jusqu'ici, cette flexibilité a été portée par les producteurs, rarement par les consommateurs. Les fermes de puissance, elles, incarnent une nouvelle forme de consommateur actif, capable de s'adapter aux besoins du réseau en temps réel. C'est ce que le Texas a déjà commencé à faire, avec des milliers de mégawatts de minage intégrés à son système électrique. Ce n'est pas une transition énergétique dans le sens classique, mais une transition de puissance. Passer d'un modèle rigide à un modèle dynamique, distribué, fondé sur la capacité à absorber, stocker et transformer intelligemment l'énergie. Et au cœur de cette bascule, Bitcoin agit comme un catalyseur. Ce n'était pas le plan initial, mais c'est le potentiel actuel.